Cette dette n'existe pas en réalité. C'est un racket bancaire qui ne peut exister que parce que la banque est totalement autonome des États et a imposé aux États, par la trahison des élites et aussi la complexité des textes, et l'ignorance totale des peuples de la question monétaire, qui n'est jamais enseignée même en économie, et même d'ailleurs dans le marxisme-léninisme. Dans le marxisme-léninisme, on a la production, la consommation, le capital, mais la question de la monnaie est très très peu abordée finalement dans le marxisme, qui laisse en fait les mains libres aux possesseurs de monnaie, puisque tout le combat est tourné contre le patronat, l'entreprise, qui est souvent d'ailleurs même si Marx, dans les Capitales, il avait souligné l'importance de la création de la Banque d'Angleterre. Oui, je ne dis pas qu'il n'a pas abordé, mais... Il avait abordé un peu le sujet, mais c'est les gens qui ont suivi derrière, même dans le marxisme-léninisme, on a très très peu la question monétaire en fait, on a beaucoup la lutte capital-travail, mais la question monétaire est très très peu au cœur de la critique, je dirais, du marxisme historique, ce qui a laissé toute la latitude et toutes les mains libres à ce que j'appelle la banque, à travailler en douceur, puisque le combat social se fait toujours contre le patronat, on le voit aujourd'hui en France avec la question de Peugeot, mais rarement contre la monnaie. Et on a même un symbole très fort en France, c'est qu'une des militantes les plus connues de la gauche, qui s'appelait Arlette Laguillet, c'est la lutte ouvrière, parlait toujours du combat des patrons contre les travailleurs, et elle-même était employée de banque, ce qui est un symbole énorme, et elle n'a jamais abordé la question de la banque et de la question monétaire. Et en fait, on se demande même si, quelque part, il n'y a pas une complicité entre l'oligarchie bancaire et une certaine gauche ouvriériste et antipatronale, pour une complicité dans le silence sur la question monétaire, qui est la vraie question de la souveraineté, la vraie question de la domination, et la vraie question de la misère, peut-être même encore plus que la question de la surproduction, puisqu'effectivement, ça c'est le cœur du sujet, c'est que la question monétaire est une question d'organisation de la dette, comme système d'asservissement politique des peuples par l'économique, et ça passe par une perte évidemment de souveraineté des peuples sur eux-mêmes, alors que cette souveraineté, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. La maîtrise de la monnaie, c'est un des pouvoirs politiques avec la maîtrise des frontières. Or, on a eu cette double perte de pouvoir, la perte des frontières avec l'espace Schengen, et la perte de la monnaie. En France, ça s'est fait à partir de 1973, avec la loi qu'on appelle Giscard, la loi Rothschild. La Rothschild, Pompidou et Giscard Rothschild, voilà, qui est qu'à un moment donné, au lieu que l'État puisse émettre de la monnaie pour de l'investissement productif à taux zéro, remboursé sur la création de valeur ajoutée et par la création de richesses, on a en réalité une banque qui est une banque privée, et qui se fait appeler Banque de France, mais en fait qui est une banque privée, qui fabrique de la monnaie ex nihilo, et qui la prête à un intérêt très fort. Et quand on s'intéresse historiquement à tout ça, on voit que cette chose-là a commencé en Angleterre, a commencé aussi en France de façon discrète sous Napoléon, est devenu un système, je dirais, de domination impérialiste systématique aux États-Unis avec la privatisation de la Réserve fédérale américaine en 1913. Et que ce qui est intéressant, je crois que même Marine Le Pen arrive à le dire aujourd'hui, c'est que la dette est consubstantielle à l'indépendance de la Banque centrale, et en même temps qu'on a donné totalement l'indépendance à la Banque centrale et cette logique de la dette, on a créé l'impôt sur le revenu du travail. Et il faut savoir que l'impôt sur le revenu du travail collecté tous les ans est exactement égal à l'intérêt de la dette. On peut donc dire que l'impôt sur le revenu du travail a été créé uniquement pour payer le racket bancaire. C'est-à-dire que ce qu'on prend aux travailleurs, c'est pour payer le racket de la banque. Et c'est pas du tout un fantasme, c'est une véritable équation. En 1913, aux États-Unis, il y a la création de la Réserve fédérale américaine et de l'impôt sur le revenu du travail, qui est d'ailleurs toujours illégal aux États-Unis en réalité. Parce que je parle de l'impôt sur le revenu du travail, c'est pas sur le revenu du capital. Et en France, c'est pareil. On voit aujourd'hui, quand on regarde, que la dette annuelle correspond exactement à la totalité du prélèvement de l'impôt sur le revenu du travail. Ce qui veut dire que cette dette est artificielle, c'est un racket pur, et que si on arrivait à s'émanciper de cette logique de la dette, on pourrait supprimer l'impôt sur le revenu du travail. C'est quand même assez vertigineux comme réalité politique, et ça, ce n'est dit pratiquement par personne. Celui qui le premier a mis le doigt là-dessus, à mon avis historiquement, c'est Ezra Pound,
qui est très intéressant pour vous, puisqu'il a une carrière italienne, et ça lui a valu comment dirais-je, cette critique et cette mise à nu, qui est en fait, je dirais, le fascisme intelligent, c'est-à-dire le fascisme social, qui n'est pas le fascisme racial, si on veut employer le terme. Ce fascisme social qui a toujours été caché derrière le fascisme racial, c'est pour ça que les fascistes racialistes sont les idiots utiles de la domination bancaire, puisqu'ils cachent le fascisme social, qui est la question de la banque. Cette mise à nu de ce mécanisme d'exploitation, de domination oligarchique fait par Ezra Pound, qui a été suivi après par Eustace Mullins, ça lui a valu non pas des procès ou des combats politiques, mais d'être interné pendant plus de 10 ans en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que le système n'avait aucune réponse à lui donner et l'a mis à l'hôpital. C'est-à-dire que ce qui veut bien dire que politiquement, la question de la monnaie, de la dette, c'est-à-dire de la domination bancaire par la logique de la dette, est la question ultime politique, puisque c'est la réponse, c'est la question qui tue, si je puis dire, mais même qui tue de la manière la plus subtile. C'est-à-dire on vous amène vers la folie officielle, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de réponse. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure hors antenne. Quand on pose la question sur à qui appartient l'euro, la réponse est très très gênante et elle ne vient jamais. C'est comme d'ailleurs quand au Congrès américain on demande à Ben Bernanke qu'allez-vous faire de l'argent que nous allons vous donner pour renflouer les banques. Il dit ça ne vous regarde pas, je n'ai pas à répondre. Alors que c'est censé être le peuple américain qui prête pour sauver des banques, pour éviter soi-disant un effondrement catastrophique, etc. On lui prête cet argent, qui sera payé à terme par le contribuable, et il me dit, ça ne vous regarde pas, ce que je vais en faire ne vous regarde pas. Tout ça en défiant le Congrès américain. C'est la réalité du pouvoir. Hein, voilà. Et ça, ce n'est jamais abordé ni par la droite institutionnelle, qu'on dirait patronale, ou même du capital, ni par la gauche institutionnelle qui est censée défendre le travail. C'est le non-dit du rapport gauche-droite. Et c'est l'au-delà du rapport gauche-droite qui nous amène effectivement peut-être sur la voie sérieuse de ce qu'on appelle la troisième voie politique, quoi. Vous avez anticipé beaucoup de questions. C'était prévoyable de toute façon. Parce que c'est la question sur laquelle il faut revenir indéfiniment. Surtout, c'est très technique et c'est très au-delà de la culture de base du citoyen qu'on élève dans les droits de l'homme, la fraternité, qui peut à la limite comprendre un petit peu les rapports capital-travail, l'idée de l'exploitation, ces choses-là. Mais dès qu'on touche à la question monétaire, ce n'est pas enseigné. Moi, c'est la question. À un moment donné, je me suis posé cette question négativement. Je me suis dit, c'est marrant parce que ni chez les économistes classiques et néoclassiques, ni chez les marxistes et les post-marxistes, la question monétaire n'est très claire. Je me suis dit, c'est sans doute là qu'il y a quelque chose à découvrir. Et effectivement, quand je m'y suis intéressé, j'ai vu que les gens qui s'y intéressaient sérieusement avaient de gros ennuis de marginalisation, etc., d'où qu'ils viennent, et surtout que les élites politiques, quand les personnages politiques qui avaient pris leur retraite, je pense notamment à Woodrow Wilson, quand ils ont fini leur carrière politique, avouent qu'ils ont trahi, et que c'est la question centrale. Henry Ford dit la même chose, quand il dit que si les peuples comprenaient quelque chose à la monnaie, nous aurions une révolution dès demain matin. Rothschild dit je me fous de savoir qui fait les lois si vous me confiez la monnaie d'un pays. Ce qui veut dire que le pouvoir est là, réel. Voilà. Donc en réalité, il y a un consensus total au niveau des vérités d'élite, mais qui ne sont lâchées que pour les super initiés. Et c'est même une vérité, je dois dire, qui n'est pas cachée. En réalité, elle est comme tout le système oligarchique. C'est qu'elle est inaudible pour les gens de la masse. Donc on peut le dire, parce que c'est comme si c'était une langue qu'on ne possédait pas. Et les gens qui lâchent ce genre de vérité, c'est presque avec un sourire ironique, en disant on peut même le dire, car personne pratiquement ne peut le comprendre. Et ceux qui peuvent le comprendre sont soit nos complices, soit des gens tellement isolés et tellement isolés par tous les pare-feux qu'on a construits, et à gauche et à droite, à tous les niveaux. Les trotskistes sont les champions de ce genre de système de protection. On peut parler là de l'Orchestre Rouge, de ce genre de sujet intéressant, parce qu'Adinolfi, dans son dernier bouquin, a remis le texte sur l'interrogatoire de Radetzky, je crois, un truc comme ça, où il dit voilà, nous avons pris le contrôle et par la gauche et par la droite, parce que c'est ça qui est assez... c'est tellement spectaculaire que ça peut faire penser à un film de fiction, vous voyez, c'est trop parfait quelque part pour être vrai, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens ne veulent pas y croire, parce que c'est parce que c'est effroyant. C'est effroyable, d'efficacité, de machiavélisme, de mépris,
de génie aussi. Et ça fait peur aux gens de mettre le doigt là-dessus. Et puis c'est une question, je dirais, qui demande aussi pas mal de maîtrise on va dire en mathématiques, en économie sérieuse. Et pour ces raisons, c'est pas accessible dans un discours politique de masse. Moi, j'ai écrit un livre qui n'est pas encore traduit d'ailleurs en Italie, qui s'appelle Comprendre l'Empire, où il y a tout un chapitre de l'explication de la banque. Et je dis que sous l'Ancien Régime, on faisait travailler les gens pour les nobles, en disant que c'était la hiérarchie divine qui l'imposait. Et dans la démocratie, on fait travailler les gens pour la banque, et on justifie ça par les mathématiques, c'est-à-dire le dieu de la logique et de la raison, soi-disant. Mais en réalité, c'est exactement la même chose transposée à la bourgeoisie, c'est-à-dire que la noblesse disait au serf qu'il devait travailler la terre pour que lui puisse chasser et jouir, parce que Dieu l'avait décidé. Et là, on a l'ouvrier, on va dire de base, ou le travailleur productif qui doit travailler, parce que l'économie, dont on a fait croire que c'était une science, disait que c'était mathématiquement comme ça que ça ne pouvait que marcher. Or, c'est une escroquerie à tous les niveaux. La science économique est une science humaine au mieux, ce n'est pas une science mathématique. La mathématisation de l'économie est une escroquerie pour en cacher la dimension politique et la dimension de lutte de classe. Et, comment dirais-je, au bout de cette logique, l'autonomisation complète de la banque et du pouvoir bancaire sur le pouvoir politique est comment dirais-je, un rapt, un kidnapping, une escroquerie juridique, une illégalité qui est cachée par un pouvoir d'oppression. Et le meilleur exemple pour accéder à ça, effectivement, c'est l'étude de la Réserve fédérale américaine, puisque quand on s'intéresse à la Réserve fédérale américaine, on se rend compte que ce n'est ni une réserve, ni fédérale, ni américaine. Voilà. C'est un cartel de banques privées, dans lequel il y a essentiellement d'ailleurs Rothschild et ses ayants droit. C'est-à-dire là, on touche à une question bien plus cruciale, un noyau dur de banques, que j'appelle moi judéo-protestantes, c'est-à-dire liées à la vision de l'Ancien Testament, et que finalement, comme le dit, je crois, Ben Bernanke, je suis un banquier qui accomplit le projet de Dieu, c'est sa phrase, c'est que finalement, le projet de domination mondialiste qui est comment dire, annoncé dans l'Ancien Testament, par les prophètes, finalement s'accomplirait par la logique bancaire, et là on rejoindrait finalement l'eschatologie monothéiste et la plus grande des modernités, et ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Vous voyez, le nouvel ordre mondial, finalement, est l'accomplissement par les moyens ultramodernes de l'économie et de la monnaie et de la finance, le projet biblique. C'est ça qui est étrange, et c'est pour ça que c'est un sujet dangereux, parce que plus on s'y intéresse, plus on voit que c'est ça en réalité qui s'accomplit. C'est ça qui s'accomplit. L'ingénierie financière la plus subtile, qui est on appelle ce post-capitalisme financier mondialisé, finalement accomplit en dernière instance un projet eschatologique qui est profondément religieux, alors à l'insu sans doute de beaucoup d'exécutants intermédiaires, mais en pleine conscience pour ceux qui sont au sommet de cette pyramide, en haut de laquelle il y a un œil, qui d'ailleurs est le symbole Illuminati, qui est sur le dollar. C'est accomplir ce projet qui s'appelle officiellement aujourd'hui le Nouvel Ordre Mondial, qui est le projet de l'Ancien Testament, par l'ingénierie, je dirais, néo-capitaliste, bancaire, financiarisée, la plus subtile. Et ça, on est au cœur de la problématique contemporaine. Et comprendre ça, c'est sans doute le plus gros travail à accomplir de conscience politique. Et le dire, c'est le plus grand danger. Nous étions, par exemple, nous, dans les années 50 en France, début des années 60, dans la France de Gaulle, vous voyez, qui était une France, on va dire, d'économie mixte, libérale et sociale, issue de la chute du nazisme, avec ce qu'on appelle le Comité national de la résistance, etc. C'était le statut français, avec un État fort, ce qu'on appelle colbertiste, hein, voilà, et ce qui correspond aux 30 Glorieuses, ça marchait bien, d'ailleurs. Hein. C'était un consensus. Tout ça a été, à un moment donné, attaqué et mise à mal par mai 68, avec Cohn-Bendit, au nom du libéralisme libertaire. C'est-à-dire qu'on a cassé les structures étatiques de contrôle du marché pour le libérer totalement au nom de la liberté. Ça, avec toujours cette identification malhonnête de libéral et libre, hein, comme si le libéral était la liberté. Alors qu'en fait, c'est la domination de l'économique pure sur le politique et sur le social, et c'est interdire au politique d'être un régulateur entre le social et le capital. Hein, c'est ça. Et aujourd'hui, quand on est allé relativement au bout de cette destruction, qui correspond en France à la loi du mariage pour tous, qui est en fait la destruction de la famille traditionnelle de façon institutionnalisée, et la PMA, etc., comme les peuples, avec le bon sens, ce qu'on appelle chez Orwell la common decency,
commence à se révolter, non pas contre cette liberté, mais contre ce chaos, cette anarchie qui devient inquiétante et dont on se rend compte que cette dérégulation, en réalité, en sont les victimes, les pauvres, et les petites gens, et les travailleurs, et ne bénéficient que à ce que M. Attali appelle l'hyperclasse, c'est-à-dire la haute bourgeoisie cosmopolite. Aujourd'hui, il y a le peuple qui avait gobé les conneries de mai 68, le droit au sexe, à la pilule, Charlie Hebdo, etc., n'en veut plus. Et là, après passer de la société, je dirais, bourgeoise traditionnelle à la société libérale, libertaire de Cohn-Bendit, on passe à la société libérale, sécuritaire et libérale autoritaire, c'est-à-dire c'est la toute-puissance du marché, comment dirais-je, imposée par la police, au nom toujours de l'idéologie des droits de l'homme, de la défense des minorités. Et aujourd'hui, la défense des minorités consiste systématiquement à punir la majorité silencieuse, qui est la majorité travailleuse, pour la défense, en réalité la promotion et les privilèges de minorités agissantes, qui sont, on l'a bien remarqué, les juifs, les homosexuels, les féministes, les délinquants, les sans-papiers, c'est-à-dire les clandestins, qui sont aussi des délinquants, etc. Et aujourd'hui, tout l'appareil d'État fonctionne contre le peuple, et au niveau économique et au niveau social et sociétal, pour favoriser systématiquement des gens qui sont des minorités prédatrices, prédatrices du haut, avec les élites cosmopolites bancaires, incarnées par M. Attali, qui dit bien que son rêve est que Jérusalem devienne la capitale du monde unifié. Donc à chaque fois, il raccorde ça avec une certaine version du judaïsme. Et en bas, ces gens-là interdisent le peuple français de se plaindre, comment dirais-je, de la migration des Roms, qui sont des prédateurs du bas, c'est-à-dire des prédateurs sous-prolétaires. Donc on a ce que j'appelle moi une connivence des parasites entre l'hyperclasse, qui manipule les sous-prolétaires, comme c'est dit dans le marxisme d'ailleurs, qui sont toujours les jaunes de la classe ouvrière, contre un peuple qui sont à la fois le prolétariat et aujourd'hui les classes moyennes, qu'on pousse vers la misère et dont on bousille comment dirais-je, la qualité de vie par la précarisation et par la violence. C'est les deux critères aujourd'hui. C'est perte de sécurité et perte d'emploi, qui sont d'ailleurs deux insécurités. Et pour que le système s'en sorte, il n'a plus que deux choses. C'est toujours opposer artificiellement la classe moyenne contre le prolétariat et parler systématiquement du problème du racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se protéger de la délinquance rom et de l'invasion de clandestins qui arriveraient par Lampedusa, ça s'appelle du racisme. C'est-à-dire le racisme, c'est ce qui vous interdit de vous protéger. Vous qui êtes, je dirais, même pas spécialement blanc ou européen, voilà, mais celui qui est légitime parce que ça fait des siècles qu'il produit et que par sa production, il a fait le pays dans lequel il est, que ce soit la paysannerie, etc. Il ne faut pas oublier que le monde est une production, c'est un artefact, c'est pas un sujet de contemplation, sauf pour les poètes qui n'ont pas de conscience politique. Vous voyez, et on a toute cette mécanique, ce que j'appelle moi le passage du libéralisme libertaire au libéralisme sécuritaire et au libéralisme autoritaire, qui en fait est un État policier au service de la consommation forcée et qui se cache derrière une caricature des droits de l'homme qui deviendrait l'antiracisme systématisé, au point même qu'aujourd'hui, quand vous critiquez le lobby homosexuel, comme je l'ai fait d'ailleurs avec le maire de Paris qui m'a fait condamner par la justice, Delanoë, vous êtes condamné pour racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est raciste. Tout est raciste, c'est-à-dire que critiquer le lobby homosexuel, son arrogance et la manière dont il agresse la famille traditionnelle et qui déclare la guerre quelque part à l'hétérosexualité, parce qu'on n'en est plus à la persécution des homosexuels. Aujourd'hui, on en est à la dictature d'une vision homosexuelle du monde qui montre du doigt comme fascistes des gens qui prétendent encore vivre selon les critères éternels et traditionnels de la famille et de la reproduction. Et ce monde qui est totalement inversé ne fonctionne que par la dictature du pouvoir oligarchique, la trahison des élites politiques et médiatiques, et la stupidité d'une certaine frange intermédiaire qui n'a pas encore compris toute l'inversion de valeur et qui le comprend petit à petit parce qu'elle y adhère bêtement, mais qu'elle le subit socialement avec un peu de retard. Vous voyez, moi, je ne suis simplement que quelqu'un qui a un peu d'avance sur la conscience. Ça s'appelle un intellectuel, finalement. C'est quelqu'un qui prévoit, qui a un peu d'avance. Mais tout ce que je dis se vérifie chaque jour un peu plus. Ce qui fait que tout ce que je dis est chaque jour un peu plus compris par la plus grande masse du peuple français. Et tous les jours, j'ai un peu plus de persécution de l'appareil d'État français, puisque le ministre de l'Intérieur me déclare la guerre personnellement dans des discours. Je l'ai vu sur la oui, il l'a refait encore avant-hier. Il me déclare la guerre à moi, Alain Soral. Il me désigne comme danger pour la démocratie et la République, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire pour eux la démocratie et la République. C'est le pouvoir oligarchique, totalitaire et dictatorial, mais dans des discours télévisés,
il me nomme personnellement, c'est-à-dire qu'il me jette à la vindicte. Hein. Et c'est gravissime. C'est aussi des stratégies, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque des années 70 et un peu 80, il y a eu un ménage qui a été fait totalement dans la classe politique et médiatique, où il est strictement plus possible aujourd'hui d'être pro-palestinien et d'être anti-sioniste. C'est pratiquement plus possible. Vous n'avez plus de carrière possible à un certain niveau si vous n'êtes pas sioniste. Il y a, comment dirais-je, un aggiornamento obligatoire à faire. C'est-à-dire que toute carrière politique de premier plan en France, et ça doit être sans doute le cas ailleurs, se passe par Yad Vashem, vous voyez ce que je veux dire, comme dans le temps, il fallait passer par l'Église catholique et Rome pour pouvoir accéder. Vous voyez, on pense à la phrase d'Henri IV, Paris vaut bien une messe, vous voyez, où il fallait être catholique pour pouvoir être roi de France. Aujourd'hui, il faut être sioniste pour accéder à un certain niveau politique, et c'est un choix qui se fait chez beaucoup de politiques, et c'est le choix, la question qui est posée à Marine Le Pen, c'est aller vers le pouvoir et sortir de la marginalité où était son père, qui était une marginalité très culturelle, très intéressante, de politique critique, mais qui avait renoncé en fait à la prise de pouvoir. Marine Le Pen essaye d'aller vers le pouvoir, et pour ça, elle est obligée de doser avec le sionisme, ce qui prouve bien que le sionisme est central dans la question politique, et au-delà du sionisme, la question donc de la Shoah et du révisionnisme, on n'en a pas parlé tout à l'heure, puisque le sionisme, le masque du sionisme, le masque positif du sionisme, qui cache le Likoud, Jabotinsky, la dimension coloniale et fasciste du pouvoir israélien. Ce masque-là, c'est la Shoah, c'est-à-dire la réponse à la persécution hitlérienne des Juifs. Et c'est pour ça que le révisionnisme est je dirais ce que Forisson appelle la bombe atomique du pauvre. C'est que si à un moment donné, on autorise les historiens à étudier sérieusement la période 33-45 sur la question de la persécution des Juifs par le régime hitlérien, il n'est pas question de nier cette persécution, mais à un moment donné, il est question de la ramener dans le sérieux de l'histoire, alors qu'elle est allée de plus en plus vers la mythologie depuis les années 80, c'est-à-dire la religion. C'est-à-dire que je dis clairement dans Comprendre l'Empire que la Shoah est la religion du mondialisme. Hein, et que le Golgotha, qui a remplacé le Golgotha du catholicisme, qui était la religion dominante des monarchies théocratiques, cette religion du nouvel ordre mondial, c'est la Shoah. Hein, et que le Golgotha de la Shoah, c'est Auschwitz et la chambre à gaz. C'est pour ça que la question du révisionnisme est une question politico-religieuse, c'est-à-dire est-ce que nous allons accepter ou pas la religion de la Shoah comme religion du nouvel ordre mondial, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était l'accomplissement par les voies bancaires du projet de l'Ancien Testament, projet éminemment judéo-protestant, très anti-catholique et très anti-islamique pour une bonne part. Hein. Après, il faudrait parler de la guerre à l'intérieur de l'islam, entre différentes tendances qui sont effectivement aussi pro-sionistes, même en dehors du chiisme, mais qui sont pro-sionistes ou anti-sionistes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un islam de résistance au nouvel ordre mondial et un islam de collaboration au nouvel ordre mondial. Cet islam de collaboration, on le voit par la géopolitique, est essentiellement wahhabite et qatari, c'est-à-dire wahhabite pour l'idéologie, c'est-à-dire le takfirisme, hein, qui n'est pas d'ailleurs le salafisme, c'est le takfirisme, la vraie phrase, et qui est financé par le Qatar, on va dire, hein, c'est cette articulation de ce que j'appelle moi l'islamo-sionisme, hein, qui est, on va dire, effectivement saoudo-qatari, et puis des islams de résistance, dont effectivement le plus identifiable est l'arc chiite aujourd'hui. Hein. Et donc on est dans une très grande complexité. Là, je vous ai articulé pas mal de choses qui demandent à faire toute une histoire, je dirais, totalement différente pour comprendre les mécanismes de domination et de résistance. Comprendre pourquoi le révisionnisme est une question centrale, au-delà de la liberté de penser, la liberté d'étudier, c'est que ça vient contrer une mythologisation progressive, systématique et voulue comment dirais-je, de ce qu'on appelle la Shoah, qui est un terme qui a été inventé au tournant des années 80. Il n'y a pas la Shoah dans Nuremberg. Hein. Et qui est un terme volontairement religieux pour faire de la Shoah une religion mondiale qui, comment dirais-je, absout Israël de tous ses crimes et de toute critique je dirais, qui ramènerait Israël dans le monde réel, du colonialisme, du racisme, de la persécution, etc. Donc c'est pour rendre Israël intouchable, voilà. Et avec cette domination qu'on voit à travers les États-Unis, notamment d'Israël sur le Congrès, là on voit le travail qu'ont fait les deux chercheurs Wersheimer et Walt, en disant que la thèse de Chomsky, qui prétendrait que Israël serait un porte-avions américain pour contrôler le Moyen-Orient, est totalement inversée par la domination des sionistes sur le Congrès américain, et qu'en réalité aujourd'hui,
Israël a le pouvoir sur l'Amérique par la trahison progressive des élites politiques américaines, comme les élites françaises, et par la domination du lobby sioniste sur la politique américaine. Et ça, c'est un constat qui se vérifie de plus en plus par l'absurdité de certaines décisions contraires totalement aux intérêts géopolitiques américains et aux intérêts du peuple américain, notamment sur la question iranienne. Les Américains n'ont aucune raison de se fâcher avec les Iraniens, et nous encore moins, parce que c'est un très gros marché économique, et c'est Israël qui nous oblige à nous fâcher avec les Iraniens, quitte à prendre des risques de Troisième Guerre mondiale. Donc là, on a toutes ces questions qui s'articulent, qui sont d'ailleurs les chapitres de mon livre Comprendre l'Empire, qui serait bien de traduire en italien, parce que là, il y a tout, qui est un livre qui est interdit de critique en France, mais qui est un best-seller, parce qu'il y a plus de 60 000 exemplaires vendus, et qui est lu par toutes les élites françaises, et qui a été traduit en Russie par Douguin, qui vient de sortir en Corée du Sud, mais qui en France n'existe pas, bien qu'il soit un best-seller de librairie. Donc là, on est dans cette situation étrange aujourd'hui qui correspond à la phrase « le roi est nu », vous savez, où il y a et qui correspond à la fin de l'URSS, où à un moment donné, la Pravda existe avec les apparatchiks pour elle-même, et puis il y a le peuple russe qui vit complètement dans une autre société parallèle, et qui cette société parallèle au début est dissidente, et elle devient progressivement majoritaire statistiquement et idéologiquement. Et puis à un moment donné, il y a une question de l'effondrement. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que tout ça va finir par une dictature mondialiste, telle que je vous l'ai montré, sur des peuples, dictature qui sera forcément militaire, comme chez Orwell, quoi. Là on est dans le monde de Orwell, ou alors est-ce qu'il y aura une révolte des peuples, et à un moment donné, les élites oligarchiques feront comme les élites soviétiques, elles se dissoudront, elles se sauveront, ou elles organiseront elles-mêmes la mutation, ce qui était la réalité de l'URSS. En fait, c'est le Parti communiste soviétique qui a décidé que c'était la fin du communisme, et qui sont passés eux-mêmes à l'économie de marché pour garder leurs privilèges avec un autre masque, qui a été la période Eltsine. Et donc on a ces deux scénarios possibles. C'est la dictature totale de ce dont on parle, c'est-à-dire loi révisionniste votée aussi en Italie, histoire officielle, autodafé, contrôle total des médias, avec en plus des médias qui ne se vendent plus. Il faut savoir qu'en France, il y a un effondrement total des médias officiels. Ils n'ont plus de lecteurs. Libération a perdu encore 30% de lecteurs cette année, et ils ne vivent que de subventions publiques, c'est-à-dire de l'argent de ceux qui ne l'achètent pas, mais qu'on prend sur leurs impôts, au nom de la pluralité de la presse, alors qu'ils disent tous exactement la même chose, raison pour laquelle plus personne ne les achète ou ne les lit. Donc on est dans quelque chose, qui pourrait donner un très très bon sujet pour comment dirais-je, un auteur de théâtre de génie. Malheureusement, je ne sais pas où il est, un Shakespeare contemporain, car cette situation est incroyablement spectaculaire et intéressante, de ces paradoxes complets. Voilà. Où moi, je suis un des auteurs les plus connus en France, les plus débattus, puisque même les présidents, les premiers ministres sont obligés de citer mon nom, alors qu'officiellement, je ne suis qu'un voyou marginal qui n'existe pas. On me fait brûler les livres que j'édite, mais les miens sont en ce moment à la FNAC en pile. Je viens de sortir un bouquin qui est dans la liste des meilleures ventes en ce moment, parce que l'économique a sa logique propre. Comme ça se vend, il y a le commerce, la loi du commerce me protège un peu. C'est que les libraires disent ça se vend, et ce que vous nous obligez de vendre de Bernard-Henri Lévy ne se vend plus. Il faut savoir que Bernard-Henri Lévy, qui a le pouvoir de déclencher des guerres en France, vend 4000 exemplaires de ses livres maintenant, quand moi j'en vends 60 000. Donc regardez le facteur, vous voyez. Et lui est censé représenter la pensée officielle dominante et valable, et moi je suis censé être un maudit, un abruti, un dingue, parce qu'attention, tout, je suis psychiatrique, j'ai droit à tout, fou, ridicule, délirant, etc. Et voilà, oui, ils en sont là maintenant. Vous êtes fou. Et ça, c'est marqué dans le Canard enchaîné, vous voyez, dans des journaux qui sont censés être des journaux de critique du système. Donc la perversité va très très loin, vous voyez. Même le Monde diplomatique a fait un article contre moi, alors que le Monde diplomatique est censé être encore un outil critique du capitalisme et du néo-capitalisme. C'est là qu'on voit que tout est intégré aujourd'hui. C'est-à-dire que la domination oligarchique a fait un travail que j'appelle de centrifugeuse, de virer tous les gens qui pensaient un peu différemment à partir de 1985, et aujourd'hui il n'y a plus que des collabos, vous voyez, ce qu'on appelle des collabos, et des imbéciles. C'est-à-dire ceux qui collaborent par soumission et intérêt, ceux qui collaborent par manque d'intelligence et de culture. Et il n'y a plus un seul penseur autonome dans le système. Donc le système a totalement tout verrouillé, mais en verrouillant tout, il est tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a plus de clients à part les clients obligés. C'est-à-dire, je vous dis,
la Pravda, le prix Jdanov, vous voyez, cette espèce de... avec des gens qui n'en pensent pas moins. C'est-à-dire, moi hier j'étais au restaurant, le patron du restaurant me dit, il m'invite, il me dit, ça me fait un plaisir pour moi, monsieur Soral. C'est-à-dire que dans la rue, je me promène, toutes les 10 minutes, il y a des gens qui me disent, merci pour ce que vous faites, etc. Mais je suis interdit de télévision, interdit de radio, envoyé au tribunal, là je vous dis, j'ai 7 procès en même temps. Donc c'est très intéressant, à la fois très inquiétant et aussi très encourageant. On ne sait pas de quel côté ça va basculer, mais ce qui est certain, c'est que ça ne va pas durer 10 ans, quoi, comme ça. Ça peut durer 2-3 ans, pas plus. Et ça sera soit la Grèce, soit une forme... Les Français sont un peuple de révolutionnaires, soit une explosion de quelque chose d'intéressant qui a existé en France en 1789, en 1830, en 1848, en 1871, etc., etc., etc. Mais en revanche, il y a eu des choses très intéressantes aussi qui sont passées vers 1905-1910 en France, notamment le cercle Proudhon, par des rapprochements des monarchistes et des syndicalistes révolutionnaires. Et comment le pouvoir a-t-il réglé la question? Par la guerre. Et ça, c'était une autre question. La guerre peut être la solution pour l'oligarchie au problème. Hein, voilà. Et ça, c'est la vraie peur ultime, elle est celle-là. Parce que la guerre, c'est la Troisième Guerre mondiale. On y a échappé de très peu avec la question iranienne. Et c'est les Israéliens qui voulaient pousser la guerre. Mais avec la question syrienne aussi, on est allé très très proche à la guerre. C'est la même question. Oui. En fait, le rôle qui a joué la Russie a été vraiment... Bien sûr, Poutine et la divine surprise que nous ayons eue ces 10 dernières années, c'est Poutine. C'est Poutine. Sinon, je ne sais pas où nous en sommes. Ouais. C'est pour ça que nous soutenons inconditionnellement Poutine, non pas par amour de je ne sais pas quoi, mais parce que la multipolarité, c'est la question, et la clé du salut de la démocratie, si la démocratie veut dire quelque chose. Et là, nous sommes dans une lutte très forte entre l'unipolarité américano-sioniste et bancaire, et la multipolarité dans le chef de file et Poutine, qui permet derrière d'y avoir l'Iran, le Venezuela, malgré l'assassinat, on peut le dire, de Chavez, qui a été assassiné comme Arafat, par les mêmes, avec les mêmes méthodes. Donc on a toujours la question des services anglo-israélo-américains, toujours montrés du doigt, hein, ces réseaux d'assassins, vous voyez, pour tuer toute dissidence et essayer de hâter l'avènement unipolaire du nouvel ordre mondial et du gouvernement mondial, souhaité par M. Attali. Voilà, on voit que tout ça s'articule assez bien, et il est très difficile de contredire ce que je vous dis là, sauf par la violence, l'anathème, le ricanement, ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon, c'est-à-dire étouffer. Il n'y a pas de réponse à tout ça. Parce que je vous l'ai dit, l'oligarchie, pour imposer son mensonge, est passée beaucoup par les valeurs traditionnelles françaises. On parle de droits de l'homme, d'antiracisme, etc. Et moi, aujourd'hui, je mène une association que le pouvoir, à travers les ministres de l'Intérieur, montre comme raciste et fasciste, alors que nous avons 30% de musulmans chez nous, que ça s'appelle égalité et réconciliation, et que nous sommes les seuls à avoir des Français d'origine africaine, des Français d'origine maghrébine musulmane, des Français de souche, tous ensemble, nous le démontrons, alors que la LICRA qui nous fait des procès, il n'y a que des juifs et des francs-maçons, il n'y a pas un noir et un arabe dans l'organigramme. Vous voyez ? Donc on a quand même... Et comme les Français sont profondément antiracistes, ils disent, mais attendez, Soral, c'est la réconciliation nationale antiraciste que vous prétendez incarner vous, alors que vous, il n'y a que des membres de l'oligarchie qui nous dominent finalement pour des raisons raciales, parce qu'en dernière instance, ces gens-là se prétendent le peuple élu. Je veux dire, c'est ce que je dis. Moi, je dis finalement, on a compris qu'il n'y avait pas de race inférieure, l'histoire a remis à leur place ceux qui prétendaient être la race des seigneurs. Quel racisme valide reste-t-il en place aujourd'hui? Le peuple élu, c'est le seul racisme qui a encore le droit d'exister, et ça donne la politique israélienne envers ses minorités et ses voisins. Et moi je dis, luttons contre tous les racismes, tous. Et surtout contre celui qui est encore vivant. Ça ne sert à rien de piétiner des cadavres. Mais par contre, il y en a un qui est armé de pied en cap, et qui veut nous imposer non seulement ses valeurs là-bas, mais ses valeurs partout. Je dis que la question sioniste, c'est la même question que la question du mondialisme. C'est la domination de Jérusalem, non pas sur la Jérusalem est des Palestiniens, mais c'est la domination de Jérusalem sur le monde monothéiste entier. Après, qu'est-ce qu'il en est des Chinois et des Indiens, c'est une autre question. Ouais. Alors, on vous arrête un moment pour poser une autre question. C'est important d'articuler tous les sujets, parce que la vérité, comme disait Hegel, le vrai c'est le tout. Oui, c'est une totalité dialectique. Or, toute la pensée dominante oligarchique, qui est basée sur le néo-kantisme,
qui est basé sur ce qu'on appelle le dualisme transcendantal, c'est de séparer les questions, c'est de séparer l'homme économique de l'homme anthropologique, de l'homme freudien sexuel. Vous voyez, or, il n'y a qu'un seul homme, et il est tout ça. Et la force critique, c'est l'articulation de tous les domaines, de ne pas séparer l'économique du financier, du social, du sociétal, etc. Et quand on fait ce travail total, la question par exemple de la PME, du mariage pour tous, on voit que ce n'est pas une question de la liberté pour les homosexuels, on voit que c'est la question de soumettre la famille, la relation mère-enfant qui est une relation non marchande face à l'éternité, de la soumettre à son tour au marché. Et que c'est donc une question de l'extension de la logique libérale à l'amour, à l'enfant, à la mère et à la famille. Et c'est la vraie question de poser, c'est la bonne manière de poser la question. Par contre, en même temps, il y avait quelque chose de beaucoup plus rassurant, je dirais, pour faire passer un message, c'est les manifestations contre le mariage pour tous, qui s'est appelée la manifestation pour tous, et qui a regroupé plusieurs millions de personnes sur plusieurs manifestations, et de personnes de tous horizons. C'est ça l'intérêt, c'est des riches, des pauvres, des gens de gauche, de droite, au nom du bon sens, et au nom de quelque chose qui leur semblait dangereux, c'est-à-dire ce que j'appelle obscène, qui veut dire de mauvais augure, c'est-à-dire dangereux. Et là, les gens ont compris, je dirais, d'instinct, parce que l'instinct est fondamental, hein, je veux dire, l'intuition, que la question du mariage pour tous n'était pas plus une question de liberté. C'était une question de destruction de structures anthropologiques fondamentales, hein, même s'ils ne sont pas capables de le dire comme ça. Et là, pour la première fois, justement, on a une disjonction totale entre l'idéologie libérale libertaire, qui en fait étend la logique du marché au nom de la liberté, alors qu'en fait c'est le libéralisme intégral, c'est-à-dire le rouleau compresseur de l'extension de la logique marchande à tout. Pour une fois, les Français ont compris intuitivement que ce qu'on leur vendait comme une liberté était en fait une destruction de structures anthropologiques fondamentales, et que ces destructions étaient dangereuses, c'est-à-dire de mauvais augure. Dangereuses pour leurs applications, pas dangereuses parce que deux enculés se marient, ce qui est grotesque au mieux, et qui est singer le mariage, qui est une manière d'humilier finalement le mariage traditionnel, mais qui pourrait être assez marginal. Mais c'est parce que derrière, il y a la PMA, c'est-à-dire l'idée, comme le dit d'ailleurs très bien Pierre Berger, qui est derrière cette chose-là, qui est à la fois juif, homosexuel, grand bourgeois et capitaliste, hein, qui vous dit que finalement, il est normal que la femme pauvre vende son ventre à ceux qui veulent des enfants, sans passer par les médiations traditionnelles, exactement comme il est normal que l'homme vende sa force de travail et ses bras. Donc on a bien là toute l'arrogance bourgeoise qui nous renvoie presque à du Dickens, dite au nom de la gauche socialiste, alors que c'est un discours d'extrême droite, d'une certaine manière. Si on ne comprend pas d'ailleurs ce que c'est que l'histoire de l'extrême droite réelle, on pourrait dire que c'est un discours de nazi, de dire finalement qu'il est normal que la femme pauvre vende son ventre aux riches qui ont envie de faire des enfants tout en s'enculant, parce que c'est ça la réalité. Et là on voit bien que c'est la question de la marchandisation intégrale de tout, des femmes et des pauvres avec la prostitution et la déréglementation totale des frontières qu'on habille de sans-papiérisme. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, le marché est souverain et il doit y avoir la libre circulation des capitaux, des travailleurs, mais aussi l'ouverture au libre marché de la question de l'enfant. C'est-à-dire qu'on achète les enfants, on les fait faire dans des usines à enfants, où il y a des femmes du tiers-monde qui pondent pour que des homosexuels riches aient des enfants. Pourquoi en faire? C'est la bonne question. Moi, je prétends que c'est très lié à la question de la pédophilie, et qu'on voit très bien qu'il y a une poussée derrière, une réactivation qui était en silence. Après, d'ailleurs, c'était dans les années 70, c'était au nom de la gauche libertaire qu'on voulait légaliser la pédophilie. Ça s'est calmé pendant les années 80-90, et ça revient là, par la droite, au nom du marché, et de la liberté du marché. Et on voit bien qu'il y a cette permanence de la question pédophile, hein, qui revient. Et là, il y a une inquiétude, parce qu'on a beau vendre aux gens l'idée de la liberté, dire qu'on a le droit d'enculer des gosses, puisqu'on les a achetés, et dès lors qu'on les a achetés, on en fait ce qu'on veut. Non. Les gens veulent bien acheter des téléviseurs, des mobylettes, des frigos, acheter des enfants pour en faire ce qu'on veut, qui est la phrase, en fait, qu'on essaie de nous vendre, ça ne passera jamais. Ou alors ça passera dans une société dominée totalement par Satan, là je parle du satanisme, hein, et c'est pas encore fait. Hein. Là, les Pierre Berger en rêvent. Il y a beaucoup de questions de pédophilie derrière ces gens-là. Hein. Pédophilie en Afrique du Nord, au Maghreb, etc. C'est des questions très sérieuses. Hein. C'est des gens qui revendiquent, comme Maître Lévy l'a fait à la télévision, qui revendiquent le droit pour les gens de l'élite de jouer sexuellement avec des enfants en bas âge. Ça fait partie de leur privilège. Donc il y a vraiment une vision du monde, hein, là derrière. Hein. Et là, on voit qu'avec cette idée du mariage pour tous, vendue aux Français par une ministre guyanaise, c'est-à-dire noire,
alors que c'est pas son combat politique au départ. Hein. C'est comme un peu Colin Powell, qui est chargé d'assumer face à l'histoire la pacification de l'Irak, vous voyez, pour qu'on puisse, comme ça alimente le racisme anti-noir par la colère, alors qu'en fait, elle n'est qu'un prête-nom de gens qui ont voulu cette loi et qui n'ont rien à voir avec la Guyane ni avec l'immigration, croyez-moi. Vous voyez, donc c'est fait de façon infiniment perverse, et quand les gens se plaignent de cette loi et montrent du doigt celle qui l'a fait voter, c'est-à-dire Madame Taubira, il y a toujours 3 imbéciles pour la traiter de guenon et de sale nègre, et le pouvoir oligarchique dit c'est du racisme, c'est-à-dire que c'est du racisme anti-noir si vous êtes en colère contre la mise en place progressive de la pédophilie. Vous voyez comme s'articule la manipulation oligarchique et le mensonge. Vous voyez, c'est exactement le mécanisme que nous subissons en ce moment en France, où la réponse qui est donnée aux gens qui résistent à la destruction totale du monde, je dirais traditionnel, et du monde, je dirais presque chrétien, c'est-à-dire anti-satanique, le pouvoir répond, vous êtes des racistes, parce que la femme qui a fait voter cette loi est noire. Là, on est dans l'obscénité, le mensonge total, et on voit bien que le système, comme je le dis, est désarmé, parce qu'il ne vend pas cette loi au nom de ses valeurs profondes, qui est le satanisme finalement, et la hiérarchie finalement des races, par les rapports Nord-Sud, c'est-à-dire qu'il est normal qu'un riche du Nord puisse enculer des enfants pauvres du Sud. C'est la relation de nos élites de gauche politique avec le Maghreb, hein, ce qui m'a valu une condamnation récente. Ils ne sont même pas capables d'assumer ces valeurs. Ils disent non, nous le faisons au nom de l'antiracisme et de la liberté. Hein, vous voyez, donc ils s'appuient toujours sur le logiciel profond français. Les Français aiment l'antiracisme et la liberté, mais pas pour enculer des gosses. Vous voyez, et c'est là où à un moment donné, ça craque. Et c'est pour ça que je veux dire que le Français n'acceptera jamais de valider l'idéologie oligarchique au nom de ce qu'elle est réellement. Et à un moment donné, cette idéologie, cette oligarchie, le masque se fissure. Et on voit bien que derrière le soi-disant droit de l'homme et l'antiracisme, il y a la vision de l'Ancien Testament. Totalement, c'est-à-dire une inégalité radicale, une prétention, je dirais, théologico-raciale, une violence sociale inouïe, et des valeurs d'extrême droite, là, réellement. Et c'est ça l'enjeu des années à venir, et c'est ça mon travail. C'est-à-dire, quel est le vrai fascisme contemporain, quelle est la vraie extrême droite contemporaine, hein, et arrachons-lui son masque de droit de l'homme et son masque d'antiracisme, et voyons derrière les plus racistes de tous, et les plus méprisants des droits de l'homme de tous. Et le piège, ça serait de dire, je suis contre les droits de l'homme et raciste, c'est pour ça que je ne veux pas de la loi Taubira. Ça, c'est l'extrême droite imbécile, sponsorisée d'ailleurs par l'oligarchie, et qui en général se démasque toujours parce qu'elle est sioniste. Hein. Voilà. C'est un marqueur constant. Là, on est dans le vrai travail de critique et de désarticulation politique de l'ingénierie de domination, vous voyez. Et moi, je fais ce travail, on est très peu à le faire, et on répond en disant, mais ça aura les fous, les complotistes, vous voyez, c'est une construction très belle, mais totalement irréelle. Et les gens disent, c'est pas si réel que ça, ça ressemble beaucoup à ce que je vois dans les médias, dans la politique. Parce que le truc, c'est que j'anticipe. Ma manière de montrer que j'ai raison, c'est de dire, regardez comment, c'est un jeu d'échecs, comment l'ennemi va jouer son prochain coup. Vous voyez? Et je l'avais annoncé. Ils ont fait voter la loi du mariage pour tous au nom de la liberté par Madame Taubira. Et maintenant, ceux qui s'y opposent, ils disent qu'ils s'y opposent parce que la ministre est noire. Ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr que ça n'a rien à voir. Mais il y a toujours 3 imbéciles pour dire... Il y a eu 3 imbéciles en France pour dire sur Facebook de mettre Taubira avec une guenon. 3. Et ils ont fait toute une manipulation médiatique au niveau national pour dire que c'était ça le problème. Alors que Charlie Hebdo met Dieudonné avec une tête de singe et un tout petit cerveau, alors qu'ils ont mis Le Pen en outan, Marine Le Pen en putain, mais ça ne pose aucun problème. Et c'est là qu'on voit comment ça marche, et qu'on voit que ce que je dis n'est pas si faux, puisque j'arrive à anticiper sur la stratégie de domination et la stratégie adverse. Et c'est pour ça qu'ils sont un peu emmerdés. Je vais vous poser la dernière question, après on vous laisse. Alors, le système de la globalisation des échanges confère une puissance anormale à des sociétés, notamment les multinationales, qui ne détruisent pas seulement la filière naturelle de la production, mais plus important, ils détruisent les identités, la spécificité gastronomique du territoire. Aujourd'hui, on vend et on consomme les mêmes produits de la Laponie à la Sicile. Comment les gens peuvent se protéger de la domination des entreprises multinationales? Là, c'est la question, je dirais, écologique, mais sérieuse. Il faut bien séparer de ce qu'on appelle l'écologie de marché,
qui est l'écologie au service du marché, dont la solution systématique, c'est les impôts. C'est-à-dire que vous avez le droit de rouler avec un 4x4 si vous pouvez payer la carte grise. Donc là, on voit qu'il y a l'écologie malhonnête, avec la taxe carbone, dans le plus gros symbole des taxes carbone, qui est une escroquerie scientifique et une escroquerie fiscale, c'est-à-dire que se servir de l'écologie pour aller encore voler un peu plus d'argent, pour payer la dette, toujours. Hein. Et puis la vraie écologie, qui est l'idée de la décroissance, de la relocalisation, avec cette idée de bon sens, c'est qu'il n'est pas normal qu'une île n'ait pas de poisson, et qu'elle ne consomme que du poisson surgelé, qui vient de milliers de kilomètres, quand on compte que la pollution que produit, le transport. Hein, voilà. Et là, on est effectivement dans cette réaction de bon sens. Pareil, les Italiens, les Français sont sensibles à ça parce qu'ils ont l'habitude de bien manger. Et surtout qu'ils produisent tout. Donc on ne voit pas pourquoi on serait obligé d'aller acheter loin, dégueulasse, des trucs qu'on sait produire bien ici. Et on vous dit oui, mais parce que ça coûte moins cher ailleurs. Alors là, on se pose la question, c'est une double question, c'est qu'à un moment donné, on sacrifie le producteur français parce qu'on sacrifie aussi le consommateur français, parce que c'est le même. Celui qui produit, celui qui consomme, c'est le même. Et pour pouvoir sacrifier le producteur français, c'est-à-dire mettre au chômage ceux qui achètent, il faut se dire qu'on va faire acheter par d'autres. C'est-à-dire que la vraie logique actuelle, contre laquelle il faut lutter, c'est qu'en fait on délocalise le travailleur parce qu'on délocalise aussi le consommateur. C'est-à-dire qu'on a des États qui ont des multinationales dominantes, qui ne payent pas leurs impôts en France, et qui d'ailleurs ne sont plus nationales, mais qui, elles, choisissent, pour des raisons de profit, de produire en dehors de la France, donc sans travailleurs français, et quand on leur dit « mais ce travailleur français ne pourra plus consommer puisqu'il n'a plus le pouvoir d'achat », on dit « c'est pas grave parce qu'on vend aussi uniquement à l'étranger ». Ce qui veut dire que la stratégie de délocalisation et d'exportation est une stratégie antinationale, antipopulaire intégrale, puisqu'à la fin, vous avez des multinationales qui sont dans un pays de misère, où il y a juste les décisionnaires qui sont dans des tours à la défense, et en fait la production est délocalisée en Europe de l'Est, et les acheteurs sont mondiaux. C'est-à-dire que tout sauf le français, vous voyez. Et il ne reste de français que la petite élite technogestionnaire. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui doit se passer? Le consommateur français et le producteur français qui sont le même, et qui sont en train de crever de faim, parce qu'ils ne peuvent plus rien produire ni rien consommer, ils vont à la défense, et ils tuent les 1%. Ce qui a failli se passer à peu près à un moment donné, rappelez-vous, à New York, quand il y a eu la révolte contre les 1%, qui était une révolte du peuple américain contre la banque de Wall Street. Et la réponse d'ailleurs de Wall Street, ça a été de faire un énorme don à la police new-yorkaise pour que cette police new-yorkaise se transforme en milice privée pour les protéger. Parce qu'il y avait très peur. Ce qui veut dire que nous sommes dans une logique révolutionnaire, parce qu'à la fin, dans cette logique mondialiste, oligarchique, de l'hyperclasse chère à Attali, vous avez un tout petit nombre de gens qui jouissent, avec des fortunes immenses, contre une misère généralisée. On peut le comprendre à travers, effectivement, la logique de la malbouffe et la mondialisation de la bouffe. Et à un moment donné, ça veut dire qu'il faut se révolter de deux manières, sortir du circuit qui nous est imposé, et là, nous, on le fait aussi, c'est-à-dire produire local, consommer local, avec des choses qui sont directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire des agriculteurs qui organisent des ventes, avec toujours dans ce qu'on appelle l'échelle humaine, c'est-à-dire à côté, ça on peut le faire, et on échappe à la TVA, on échappe au circuit de la grande distribution, etc. Et puis il y a aussi de manière plus politique, directe, les deux peuvent être faits en même temps d'ailleurs, hein, simultanément, c'est s'en prendre réellement à un moment donné, politiquement et physiquement, à cette oligarchie très peu nombreuse, totalement illégitime, et qui aujourd'hui est entrée dans une phase qu'il faut bien comprendre, notamment en France, c'est que ces gens-là ne payent plus ni la police correctement, ni les gendarmes, ni l'armée. Parce qu'en fait, ils captent tellement toutes les richesses qu'ils ne veulent même plus payer. C'est-à-dire qu'ils sont d'ailleurs dans une logique de milice privée pure, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. On voit aujourd'hui que les assassinats en Grèce, qui est un bon laboratoire de ce qui nous attend si on ne se révolte pas, ces assassinats sont faits par des mercenaires de Blackwater. Hein. C'est même plus fait par la police ou l'armée grecque, parce qu'ils ne sont pas fiables, ils ne peuvent plus obéir. On paye directement des assassins issus de milices privées, qui est la tendance générale aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer aussi demain en France. C'est-à-dire je le sais moi, parce que j'ai des contacts dans la police, l'armée, la gendarmerie. La police, l'armée, la gendarmerie, au niveau de sa base, globalement a compris le mensonge oligarchique et n'a plus envie d'obéir. Les traîtres, ce sont ceux qui sont en haut, parce qu'ils collaborent et ils participent. Hein. Mais il y a de plus en plus une disjonction entre la troupe et les hauts gradés, qui ne sont pas respectés, pas respectables. Hein. Et le problème, c'est que
pour faire une guerre, il ne faut pas que des généraux. Il faut quand même qu'il y en ait qui acceptent d'aller mourir pour des idées, etc., etc. Donc on a ce problème-là, et l'oligarchie répond à ce problème en détruisant notamment l'armée française, vous l'avez vu, on est dans une destruction de l'armée française, au cas où la France se soulèverait, qu'elle n'ait plus trop les moyens de l'insurrection militaire, et on remplace ça de plus en plus par des, comment dirais-je, par des acteurs privés, souvent sociétés israéliennes et américaines. Souvent. Donc là, on est bien dans cette logique qui s'étend. On parlait de nourriture et d'écologie, on parle tout ça marche ensemble. Et nous, aujourd'hui, comme on n'incite pas à la violence parce qu'on ne veut pas être piégé et qu'on sait très bien comment marchent les infiltrations, et Adinolfi, les années de plomb, vous explique très bien que c'est forcément contre-productif d'aller là-dedans. On est, nous, dans des logiques de solidarité économique, vous voyez, c'est-à-dire faire des, comment dirais-je, des agendas, pas des agendas, des annuaires de gens, architectes, dentistes, boulangers, etc., et dire vous pouvez échanger directement en essayant d'échapper à la pression de l'État, qui est notamment à la fiscalité directe. Parce que tout est soumis en France à la TVA. La TVA, c'est plus de 20%, qui est de la fiscalité directe, qui est la plus violente de toutes. Donc on met en place ce système, effectivement, qui ressemble un peu à un système de dissidence généralisée, c'est-à-dire on n'attaque pas la société officielle, on crée pacifiquement, et par la praxis, par le travail et l'idéologie de la pratique, une contre-société, en espérant, comme elle est vertueuse, qu'elle agrège de plus en plus de gens. Ce qui fait qu'à la fin, effectivement, ça donne un peu, on revient sur l'effondrement de l'URSS, c'est qu'on a la société officielle où il n'y a plus que l'oligarchie entre elles, mais l'oligarchie ne produisant rien, ça peut devenir très dangereux pour elle, parce que si vous isolez la défense et que vous la coupez de tout le reste, on ne mange pas des ordinateurs, on ne mange pas des bilans comptables. Ou des dollars. Oui, surtout il n'y a plus de dollars, attention, c'est du dollar virtuel, il n'y a plus le dollar papier est un pourcentage infime de la monnaie circulante. La monnaie circulante, elle est plastique à travers les cartes de crédit, et elle est surtout totalement scriptuaire, virtuelle, c'est-à-dire binaire, d'ordinateur. Donc à un moment donné, si vous décidez, vous qui avez cette vision du monde oligarchique, on vous la laisse sans nous, et qu'on les coupe en fait du monde de la production et de la consommation, ils sont face à leur absurdité tout seuls, et ils meurent de faim. Et je pense que ça aussi, c'est un très beau sujet de film de fiction que Hollywood pourrait produire, et où une très belle pièce de théâtre produite par un auteur de talent. Cette façon de faire la révolution est moderne et très pacifiste et très efficace. Il suffit juste de les laisser ensemble, c'est-à-dire on les laisse dans la tour de Babel, qui est la tour de Babel, le local, comment dirais-je, le Parlement européen, si vous regardez le bâtiment, c'est la tour de Babel. C'est architecturalement. Donc normalement, ça devrait avoir le même destin que l'histoire biblique de la tour de Babel. Et c'est là que ça peut être intéressant, c'est qu'on peut faire une révolution intégrale par des voies totalement modernes, qui ne passent pas d'ailleurs par l'insurrection violente ou par des trucs comme ça, mais simplement par la construction pacifique, par la production et la consommation cohérente et vertueuse d'une contre-société qui finalement se répand par son charme, vous voyez, sans avoir besoin de produire des slogans compliqués. Je sais qu'en Italie, ça existe un peu à travers ce qu'on appelle le slow food, non? Ah si. Slow food, qui est le contraire de fast food. Et parce que les Italiens sont très attachés à la qualité de vie. Moi, c'est les deux pays que j'aime, c'est la France et l'Italie, parce que c'est très proche au niveau des standards de qualité de vie. C'est les pays où il y a des restaurants, où il y a des églises, où il y a des vieilles pierres, etc. Le français et l'italien peuvent communier assez facilement dans ces traditions-là. Et je pense qu'effectivement, il y a un moment donné où il y a une révolte par l'estomac, une révolte par la vie quotidienne contre la merde qu'on veut nous faire manger. Parce que c'est ça, à un moment donné, on a beau mettre toutes les Toscanini derrière le spot publicitaire, la merde, ce n'est pas bon. Même si on la prend en doré, et qu'on prend Claudia Schiffer pour la vendre, etc. C'est pareil, les gens n'accepteront jamais de regarder violer des enfants, et au nom de valeurs étranges, et ils n'accepteront jamais de manger de la merde. C'est pas possible. Ou alors, on est passé dans une post-humanité dont j'ignore tout, et dont je ne saurais pas. De ce point de vue-là, je préfère mourir. D'accord. Voilà. Bon, vous avez vu qu'Alain Soral
il est habillé avec une Oui, ça, chemise un peu particulière. En Italie, personne ne la connaît encore, mais ça, c'est la quenelle qu'on peut assurer au pouvoir. Et donc, c'est aussi une façon de c'est un geste d'insoumission, qui veut dire. Et maintenant, les médias officiels prétendent que c'est en fait un salut nazi déguisé, c'est clair. et que c'est vouloir sodomiser les victimes de la Shoah. Oh, mon Dieu. Alors, comme ils ont réussi à dire ça, parce que les gens voient que c'est absurde. C'est absurde. Parce qu'en plus, ça a été fait par un comique franco-camerounais noir. Et c'est vrai, quand on regarde Dieudonné, on ne pense pas immédiatement à Adolf Hitler. Mais ils essayent de nous le faire croire. Mais est-ce que vous croyez que le pouvoir n'a pas envie de rire? Donc, quand on se moque de lui, c'est quelque chose que lui gêne, le pouvoir, je dis. Non, surtout ce qu'on voit en France, si vous faites un montage, c'est que plein de policiers, de gendarmes, de militaires, de sportifs font la quenelle à tout va. Et qu'ils sont virés, ils sont convoqués par la haute hiérarchie militaire parce qu'ils ont fait une photo comme ça. Ça devient la dictature. Alors comme nous, ça c'est le geste de Dieudonné, nous on a le geste équivalent à ça qui est celui-là. Et celui-là, ça c'est notre geste à nous, ça s'appelle le bras d'honneur. Et maintenant on attend que les médias officiels nous expliquent que ça c'est un salut hitlérien. Vous voyez, voilà. Exactement. Et ils vont essayer. Bon, voilà, je conclurai là-dessus. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est notre salutation. Bon, merci bien, Alain Soral, et arrivederci alla prossima. Et salut à nos camarades italiens.